Cette semaine, direction la communauté de communes Terre d'Eau pour découvrir un village de plus de 500 habitants qui dispose d'un forage d'eau minérale, source de revenus conséquents pour la commune. Nous partons à la rencontre des habitants de Haréville, également appelé Haréville-sous-Montfort. Patrick Chopinez nous accueillera dans sa cuisine. Nous parlerons recettes et chef à domicile. Direction ensuite l'atelier de Nadège Esselin qui propose des lampes en bois uniques. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Maurice Grosse. Vous êtes maire depuis 2001. Alors on entend dire que la fonction de maire est de plus en plus fatigante, de plus en plus usante. Ça n'a pas l'air d'être le cas pour vous puisque vous êtes là depuis 20 ans. Ben écoutez, je suis maire depuis 2001. Non, straigniante. À certains moments, certes, mais évidemment, c'est pas toujours facile, quoi. Il y a des moments plus ou moins délicats, quoi. Il suffit d'avoir une bonne équipe qui vous soutienne et puis on arrive à mettre en place des sujets à rénover. Des projets, mettre en place. Voilà. Alors comment vous décririez le village de Haréville, Haréville-sous-Montfort? On peut dire les deux. Hein. La population aime bien son Haréville-sous-Montfort, pour être clair. Mais en réalité, depuis 1920, dans ces années-là, il y a eu un recensement qui n'a pas spécifié le sous-Montfort. Et du coup, on a essayé de le remettre d'aplomb, je dirais. Au niveau du ministère de l'Intérieur, ça a été refusé en 2003. Donc au niveau de la préfecture, c'est à Haréville, mais pour les habitants, ça reste Haréville-sous-Montfort. Ça reste Haréville-sous-Montfort. Tous nos en-têtes sont sous Haréville-sous-Montfort, pour être clair. Alors une commune donc, de plus de 500 habitants, je le disais, donc avec une menuiserie qui emploie encore 20 salariés, et une école qui fonctionne encore, et donc une école qui a été reconstruite en 2008. Les anciens bâtiments étaient trop exigus pour l'accueil des enfants. À cette époque-là, il y avait 38 enfants qui allaient sur l'école à Vittel. Et du coup, on avait une école maternelle qui se trouvait dans cette salle où on est actuellement. Et ce n'était pas viable, une école maternelle qui n'avait pas toutes les commodités d'une école maternelle, pour être clair. Alors, en réalité, on avait acquis un terrain juste à côté de la mairie qui pouvait nous permettre de construire une nouvelle école. Aujourd'hui, c'est une école qui accueille plus de 70 élèves, c'est ça? C'est une école qui accueille plus de 70 élèves, oui. Donc c'est plutôt encourageant de garder une école dans un village de 500 habitants, j'imagine, plutôt une fierté aussi, parce qu'on a souvent tendance à voir l'inverse. C'est une grande fierté, c'est une réussite, quoi. On est quand même sur une population plutôt vieillissante, malgré cette école. Oui, la population est vieillissante. Par exemple, les plus de 65 ans, sur 500 habitants, on en dénombre 100. Donc, ce qui faisait quand même 20% de personnes qui ont plus de 65 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça va chez vous à Haréville-sous-Montfort? Ça va pas trop mal, disons. Faut le dire, on n'est pas... Bon, on n'a pas trop de soucis financiers, il faut le dire aussi. Et du coup, c'est plus facile à gérer quand on a de l'argent que quand on n'en a pas. Alors du coup, on essaye de faire en sorte que ça revienne à la commune, à la population. Alors on a des budgets, donc on peut faire des projets. Il y a un projet d'agrandissement peut-être, de lotissement, expliquez-nous. Oui, actuellement, on avait un lotissement qui avait du mal à se remplir et là, finalement, toutes les parcelles sont réservées. Et du coup, donc, il va nous manquer, on va avoir des demandes. A priori, on en a encore une paire de demandes et l'objectif, ce serait d'aménager une nouvelle zone, de telle façon d'accueillir 15 ou 20 maisons pour accueillir des jeunes essayer de maintenir aussi notre école. De maintenir l'école, bien sûr, ça va dans les deux sens. L'objectif, c'est quand même, les gens qui construisent en général, c'est des jeunes. C'est des gens jeunes et qui amènent des enfants. Alors du coup, l'objectif, c'est cela. Eh bien Maurice, merci pour votre accueil ici à la mairie de Haréville-sous-Montfort. Nous poursuivons notre découverte du village, direction la cuisine de Patrick Chopinez. Passionné de cuisine, Patrick a créé en 2016 son propre laboratoire pour proposer des cours de cuisine. Il a décidé d'accompagner cette démarche par des prestations de chef à domicile. À qui sont destinés ces cours? Que pouvons-nous y cuisiner? Et comment faire pour être au restaurant tout en restant chez soi? Explication. Patrick, merci de nous accueillir dans votre laboratoire, dans votre cuisine que vous avez créée de toutes pièces. Oui, bienvenue. On pourra en parler. Alors la cuisine, est-ce que c'est un rêve de petit garçon? Comment elle est née cette passion finalement? La passion, elle est née de ma jeunesse, en fait, de mon enfance. Mes parents cuisinaient beaucoup. Ma mère était une très bonne cuisinière. Et puis j'ai encore les odeurs de coquilles Saint-Jacques ou de cassolettes d'escargot qui sortent du four. Donc ça, c'est des marqueurs profonds et qui font aimer la cuisine. Donc j'ai eu divers parcours professionnels. Mais il y a 10 ans, je suis revenu à mes premières amours, comme on dit, parce que j'étais tombé dans la marmite étant petit. Donc 2016, vous créez ce laboratoire donc pour partager vos connaissances,
votre savoir et finalement votre passion. C'était vraiment ça, le partage qui a primé sur le reste. Oui, complètement. Le partage et l'amour de la transmission de ce que je sais faire. Alors dans ces cours de cuisine, donc, alors, un peu en stand-by, on va en parler hein, bien évidemment à cause de la crise sanitaire, qu'est-ce que vous proposez? Comment ça se passe? Alors en cours de cuisine, donc j'ai plusieurs ateliers bien sûr, notamment le pâté lorrain et les macarons, qui sont mes best-sellers. Mais j'ai des ateliers de pâtisserie, j'ai des ateliers de foie gras. Ce que j'aime, c'est vraiment partager. Ce que je veux, c'est que les gens fassent par eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'ils viennent et ils font tout de A à Z? C'est pas une masterclass, c'est pas des notes qu'on prend devant un chef qui cuisine. C'est vraiment un partage. Quand on fait le pâté lorrain, je fais avec eux en même temps qu'eux. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc macarons, pâté lorrain, les cours les plus demandés en tout cas. Quels sont les clients, enfin les personnes qui viennent assister à ces cours de cuisine? Plutôt des jeunes qui ne connaissent pas? Beaucoup de femmes, aussi des hommes, mais la majorité sont des femmes, de 25 à 75 ans, puisque j'ai des gens, même des personnes sur un certain âge, qui savent ce que c'est qu'un pâté lorrain, mais qui ne savent pas le faire, donc qui viennent pour apprendre. Alors il y a ceux qui veulent, qui ont le temps aussi de faire la cuisine, de prendre des cours de cuisine, et il y a ceux qui préfèrent s'asseoir tranquillement et puis avoir les prestations d'un chef à domicile, puisque vous êtes aussi chef à domicile. Oui. Quelles sont ces personnes? Qu'est-ce qu'elles attendent en tout cas quand elles vous appellent pour faire appel au service? En fait, c'est la même prestation que dans un restaurant, sauf que c'est dans leur salle à manger, dans leur salon. Ils se mettent les pieds sous la table, on prévoit un menu d'avance. Moi, je fais quelques préparations, bien sûr, dans mon labo. Je finis les préparations chez eux. Et je fais du dressage d'assiettes, on sert. Est-ce qu'on est à l'aise quand on n'est pas dans sa cuisine? Ça dépend de la cuisine, j'ai envie de dire. Ça dépend de la cuisine. Bon, j'ai eu quelques expériences un peu sportives, on va dire. Mais non, en général, ça se passe très bien. Et alors les plats, j'imagine que c'est... Est-ce que c'est à la carte? C'est complètement à la carte. J'ai une carte saisonnière, entrée froide, chaude, plat, dessert. Et les gens choisissent pour une dizaine de convives. Bien évidemment, on parlait donc de la crise sanitaire qui vous a fait interrompre les cours et les prestations de chef à domicile. Oui. L'idée, c'est de reprendre prochainement, j'imagine quand même. C'est ce que j'espère fortement. J'aimerais bien redémarrer en début d'année prochaine. Je vois bien ça vers le mois de février pour faire un atelier Saint-Valentin, par exemple. Et alors vous, est-ce que vous avez un plat, une pâtisserie que vous appréciez particulièrement? Si vous deviez en choisir une ou deux, allez. Ma pâtisserie préférée, mes pâtisseries, c'est la tarte au citron. Et puis tout simplement un bon millefeuille avec une bonne crème anglaise, quoi. Des classiques, mais qui sont indémodables. Classique, en fait, moi je pars pas dans... Il y a un mot qui m'énerve un peu en cuisine, c'est le mot revisiter. Moi, quand je fais une tarte au citron, c'est une tarte au citron, c'est pas des... Voilà. C'est pas un semblant de tarte au citron. C'est pas un semblant de tarte au citron. Et alors, vous participez aussi à quelques marchés, alors pas en ce moment, mais sur le reste de la saison? Sur le reste de la saison, de mai à octobre, on va dire, j'aime bien faire des marchés du terroir, des marchés du goût, notamment sur Vittel, où j'ai des clients fidèles qui reviennent, où je propose des produits locaux, pâté lorrain, tourte lorraine, etc. Produits locaux, produits du terroir, c'est ce qui est important pour vous aussi? Ouais. Produits vosgiens, d'ailleurs, si vous voyez sur mes pâtés, il y a le petit sapin des Vosges. Donc ça, c'est ma marque de fabrique. C'est le petit clin d'œil. Ouais, le petit clin d'œil à mes sapins. Merci Patrick pour votre accueil dans votre laboratoire. Nous continuons notre découverte du village, direction l'atelier fil à bois de Nadège Esselin. Amoureuse de la nature et de la création, Nadège a décidé d'allier les deux il y a quelques années maintenant. Après une carrière dans l'agroalimentaire, elle se tourne vers l'artisanat et la création de luminaires. Elle sublime et donne une seconde vie à des branches qu'elle ramasse en forêt, découvertes dans son lieu d'exposition. Nadège, merci de nous accueillir dans votre lieu d'exposition, un lieu dont on parlera un petit peu plus tard, mais avant, revenons peut-être sur ce lancement dans l'artisanat. Je le rappelle, 20 ans dans l'agroalimentaire, vous quittez tout pour vous lancer dans la création. Comment c'est venu ce déclic? Alors certainement une grosse envie de changement au niveau professionnel, déjà, et puis un retour aux sources par rapport à la nature et cette liberté, enfin, en ayant quitté mon ancien job, voilà. De faire finalement ce que vous avez envie de faire. Exactement. Alors vous êtes épanouie, j'imagine en tout cas aujourd'hui, un retour à la création, un retour à l'artistique et finalement travailler de ses mains, c'est ça qui était important pour vous? Oui,
Oui, oui, oui. Toujours cette envie de créer, oui. Alors, très manuel, voilà, de faire des essais. Vous avez toujours été manuel, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça d'un coup, qui est tombé du ciel. Oui. Vous avez toujours eu cette petite passion de bricolage, j'ai envie de dire. Exactement. J'ai toujours été dans l'artistique et j'avais fait mes études d'ailleurs dans l'artistique et dans la création, en fait. Voilà. Aucun regret sur ce changement de vie? Aucun. Jamais. Il n'y en aura pas. Et est-ce que le choix des luminaires, le choix du bois, c'est rapidement fait pour vous? Est-ce que quand vous avez décidé de vous lancer dans l'artisanat, vous avez tout de suite su que ce serait dans le bois et dans le luminaire? Il m'a fallu une année et demie, je pense, pour trouver ma voie et cette envie de matériaux nobles, de belles pièces, quoi. Oui, oui, ça s'est fait rapidement quand même, hein. Oui. Alors les bois, vous les trouvez où? En forêt. Donc vous allez chercher vos petits bois. Je vais me promener en forêt et je récupère donc les branches mortes en chêne pour leur redonner, voilà, uniquement en chêne pour leur redonner une seconde vie en quelque sorte, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'un bois va vous attirer, vous donner envie de le récupérer? Forme, surtout sa forme en fait. Le chêne est très tortueux, comme ça il est très doux je trouve et c'est vraiment super agréable de le travailler et de l'embellir et comme je vous dis de lui redonner une seconde vie quoi, au lieu de mourir en forêt là, voilà, c'est toujours un plaisir d'en finir comme ça avec lui quoi. Voilà. Alors vous associez le bois à plein d'autres matières, on le voit autour de nous. Alors avec des demandes précises ou c'est souvent carte blanche? Non, c'est carte blanche en fait. Dès l'instant que je peux utiliser une pièce à côté, que ce soit un pot, un vase, un photophore et tout ça, si je peux, j'y vais, quoi. Voilà. Et toujours des pièces uniques alors ou pas forcément? Il y a des petites séries? Alors, ça va être de la série, mais pas vraiment série, puisque de toute façon, toutes les branches sont différentes. Et sur même un même modèle que je vais nommer, je ne sais pas, Lily, comme la dernière là, voilà, elle peut être refaite, mais comme la branche sera différente, le modèle évidemment sera différent. Ça passe par plusieurs étapes. Vous récupérez le bois en forêt et après, qu'est-ce qui se passe? Je récupère le bois en forêt, je le ramène ici. Déjà, il faut le démousser, il faut enlever toute la mousse, hein. Ensuite, je le fais sécher dans une serre. Et une fois que le bois est bien sec et tout ça, je commence à gratter l'aubier, en fait, l'écorce. Derrière le grattage, il faut poncer 3 fois. Et ensuite, c'est ciré. Voilà, c'est de la cire naturelle. Est-ce que vous arrivez à vivre, vous, de cet artisanat? Pour moi, ça va. Je ne vis pas dans le luxe non plus, hein, mais ça va. Et il y a le plaisir d'aller au travail, finalement, c'est ça? Oui, oh bah oui. Où vous vendez vos produits donc, chez les particuliers, mais vous commencez à travailler aussi un petit peu avec des restaurants, notamment, peut-être? Oui, j'ai travaillé avec plusieurs restaurants, dont le restaurant Le Bois Chenu, où ils ont pas mal d'exemplaires. C'est le restaurant témoin des Vosges. Après, j'avais travaillé avec un restaurant aussi en Alsace. Et puis, je travaille aussi pour des boulangeries. Vous étiez très récemment au salon Cousu de Fil Rouge. Quel est l'objectif de ces salons? Même si ça fait 4 ans qu'on les fait, je veux dire, il y a toujours des nouveaux clients. Et ça permet toujours, oui, comme vous dites, de se faire connaître. Et c'est toujours intéressant. En nombre de lampes, parce que vous savez combien de lampes vous avez fabriquées depuis votre lancement? Non, vous n'avez pas de chiffre? Compté. Non, mais beaucoup. Beaucoup, il faudrait que je le fasse d'ailleurs. Je dis toujours, il faudrait que je compte depuis 4 ans et demi. Ouais. Bon, un beau cadeau de Noël en tout cas, si quelqu'un cherche encore une idée. Merci Nadège pour votre accueil ici dans votre atelier. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle commune. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.